La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit parisienne. Et Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds nus. La pluie torrentielle s'abattait sur elle, transformant en boue le trottoir de la rue des Abbesses. Tandis que le sac poubelle noir, rempli à la hâte de ses vêtements froissés et d'un vieil ours en peluche, glissait de ses doigts tremblants. Espèce de dépravé. Tu n'es plus ma fille, avait hurlé son père, les veines saillantes au cou, avant de la pousser dehors d'un geste brutal qui avait fait voler ses lunettes sur le pavé mouillé. À 14 ans, Élise n'avait rien d'autre que ce sac puant et le souvenir brûlant des lèvres de Camille contre les siennes. Un baiser volé dans l'ombre du Sacré-Cœur qui avait allumé en elle un feu que ni la honte ni la fureur paternelle ne pourraient éteindre. Paris. Cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, semblait soudain un labyrinthe hostile pour Élise Moreau. Une gamine aux joues encore rondes de l'enfance, aux yeux verts hérités de sa mère disparue trop tôt. Fille unique d'un père veuf. Ancien ouvrier chez Renault reconverti en vigile aigri. Elle avait grandi dans un appartement étriqué du 18e arrondissement, où les murs suintaient l'humidité et les non-dits. Son père, Jacques, un colosse au tempérament de volcan, avait élevé Élise à la dure. Entre les leçons de foot ratées et les soirées solitaires devant la télé, crachant son mépris pour ces PD qui pourrissent la France. Mais Élise n'avait jamais prêté attention à ces grondements jusqu'à ce printemps pluvieux de 2015. Quand Camille Laurent était entrée dans sa vie comme une bouffée d'air pur au milieu de la pollution. Camille, 15 ans, était la nouvelle voisine. Arrivée de Lyon avec sa mère divorcée. Une professeure de littérature aux idées progressistes qui avait fui un mariage toxique. Cheveux châtains mi-longs. Un piercing discret au nez et un rire qui faisait danser les pigeons de la place du Tertre. Camille était tout ce qu'Élise n'était pas, audacieuse. Libre. Avec une guitare cabossée qu'elle grattait sous les fenêtres ouvertes. Elle s'était rencontrée au collège, lors d'un cours de théâtre où Élise, timide et voûtée sur son pupitre, avait osé lever la main pour lire un poème de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne. Avait-elle murmuré. Et Camille, assise au premier rang, avait applaudi la première. Ses yeux bleus pétillants d'une complicité immédiate. T'as une voix qui pourrait faire fondre la scène, lui avait-elle glissé à l'oreille après le cours. Et Élise avait rougi jusqu'aux oreilles, sentant pour la première fois ce picotement au creux du ventre. Ce mélange de peur et d'euphorie qui n'avait rien à voir avec les garçons maladroits de sa classe. Leur amitié s'était tissée comme une toile d'araignée délicate, invisible aux yeux des adultes. Des après-midi volés à la bibliothèque municipale, où elle dévorait des romans lesbiques interdits, Carol de Higsmith. La symétrie des besoins de Wolf en chuchotant des secrets sous les tables en chêne. Camille parlait de sa mère, qui l'emmenait aux manifs pour le mariage pour tous. Et Élise avouait son envie de peindre, de capturer sur toile les couleurs vives de Paris qu'elle admirait depuis les toits. Bientôt, les regards s'attardaient. Les mains se frôlaient, par accident, lors des promenades le long de la Seine. Et un soir d'été, sous un ciel crépusculaire teinté de rose, Camille avait pris la main d'Élise et l'avait embrassée. Ce baiser, doux comme une cerise mûre, avait été une révélation. Élise n'était pas brisée. Elle était entière, vivante, aimée pour ce qu'elle était vraiment. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'était pas toujours une affaire de baguettes chaudes et de vin rouge. Il pouvait être un scandale, un exil. Jacques avait découvert le pot aux roses par le plus cruel des hasards. Élise avait oublié son téléphone sur la table de la cuisine.
Et un message de Camille avait illuminé l'écran, mon cœur. J'ai hâte de te serrer contre moi ce soir. Tes lèvres me manquent déjà. Trace de baiser. Le père, fou de rage, avait fouillé. Trouvé les photos volées, elles deux enlacées dans un parc. Riant aux éclats, et l'explosion avait été nucléaire. T'es une abomination. Une traînée qui va salir le nom des Moreau. Avait-il rugi. Le visage congestionné. En la traînant par le bras vers la porte. Élise avait supplié. Pleuré. Promis que ce n'était qu'une phase. Mais ces mots sonnaient faux même à ses propres oreilles. Elle aimait Camille d'un amour pur. Viscéral. Qui la faisait se sentir invincible. Et maintenant, trempée jusqu'aux os, adossée à un mur froid, elle composait le numéro de sa bien-aimée sur un téléphone public. Les doigts engourdis par le froid. Camille. C'est moi. Il m'a jeté dehors. J'ai nulle part où aller. La voix de l'autre côté du fil se brisa en un sanglot étouffé. Attends-moi là. Mon amour. J'arrive. On va s'en sortir ensemble. 20 minutes plus tard. Une silhouette emmitouflée dans un manteau trop grand surgit de la nuit, Camille. Essoufflée. Les joues rougies par la course. Tendant une main tremblante. Elle s'enlacèrent sous la pluie. Indifférente aux passants curieux. Et pour la première fois depuis des heures. Élise sentit une étincelle de chaleur au milieu du chaos. Mais Paris n'était pas un conte de fées. C'était une ville de contrastes. Où l'amour pouvait fleurir dans les jardins du Luxembourg ou se faner dans les ruelles oubliées. Elles marchèrent. Main dans la main. Vers l'appartement de Camille. Ignorant que ce premier exil n'était que le début d'une tempête bien plus dévastatrice. L'appartement de Camille. Au 3e étage d'un immeuble haussmannien craquelé. Était un havre bohème, poster de Patti Smith au mur. Étagère débordant de vinyle et de livres jaunis. Une odeur de thé à la menthe flottant dans l'air. Sa mère. Sophie Laurent. Une femme élancée aux lunettes rondes et aux cheveux grisonnants coupés courts. Les accueillit sans un mot de jugement. Juste un regard compatissant qui en disait long sur ses propres batailles. Reste autant que tu veux. Ma grande, murmura-t-elle en enveloppant Élise dans une couverture tricotée main. Sophie avait traversé le divorce avec un mari homophobe qui l'avait accusée d'avoir tourné sa fille en gouine. Et elle savait reconnaître les cicatrices d'un rejet familial. Ce soir-là, levée sur le canapé usé, Élise raconta tout, les insultes, le sac poubelle, la peur viscérale de ne plus jamais revoir son père. Camille, les larmes aux yeux, la berçait comme une enfant, murmurant des promesses d'éternité. On est plus forte que ça. Élise. L'amour. C'est pas un crime. C'est notre super pouvoir. Les jours suivants furent un tourbillon de survie et de découverte. Élise s'installa dans la chambre d'Amy. Une mansarde aux poutres apparentes où elle pouvait enfin respirer sans craindre les colères paternelles. À l'école. Les rumeurs enflèrent comme une marée, t'as vu Moreau. Elle s'est fait virer de chez elle pour avoir pelotté une meuf. Les garçons ricanaient dans les couloirs. Les filles chuchotaient derrière leurs mains. Et Élise marchait la tête haute. Soutenue par le bras protecteur de Camille. Elles devinrent inséparables. Un duo fusionnel qui attirait les regards envieux et les jugements acides. Lors d'une pause. Sous le préau. Un groupe de terminale les coinça, et... Laisse bichette. Vous comptez adopter des chats ou quoi?
Camille riposta du tac au tac. Son verbe aiguisé comme une lame, mieux que d'adopter des cerveaux vides comme les vôtres. Élise rit. Un rire libérateur. Sentant pour la première fois la force de leur union. Mais le drama familial n'en était qu'à ses prémices. Jacques, rongé par la honte et la culpabilité refoulée, ne lâcha pas l'affaire. Il débarqua un matin à l'école, imposant dans son blouson de cuir râpé, exigeant de voir la proviseure. Ma fille est sous mon toit. Et j'exige qu'elle rentre. Cette perversion doit s'arrêter. La proviseure. Une femme d'une 50aine d'années aux manières posées. Appela Élise dans son bureau. Assise face à son père. Le cœur battant. Élise trouva enfin les mots, « Papa. Je t'aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis. » Camille. C'est pas une erreur. C'est ma vérité. Jacques blêmit. Les poings serrés. Mais Sophie, alertée, surgit comme une furie, défendant Élise avec une éloquence de militante. Monsieur Moreau, votre fille mérite mieux que votre peur. La France a légalisé l'amour pour tous en 2013. Il est temps que vous rattrapiez votre retard. Il partit. Vaincu pour l'instant. Mais Élise savait que la guerre était loin d'être finie. L'automne s'installa sur Paris avec ses feuilles roussies et ses pluies mélancoliques. Et leur romance s'épanouit en secret. Des escapades au Père-Lachaise, où elles se racontaient des histoires fantômes entre les tombes de Proust et de Colette. Des nuits à composer des chansons sur la guitare de Camille. Élise griffonnant des paroles sur l'amour interdit. Tes yeux sont des fenêtres sur Montmartre, où les artistes pleurent leurs amours perdus. Chantait Camille. Et Élise fondait. Le corps et l'âme. Physiquement. Leur intimité grandissait timidement, des caresses hésitantes sous les couvertures. Des baisers qui s'approfondissaient comme des abysses. Explorant ce territoire nouveau avec une tendresse infinie. Élise découvrait son corps non plus comme une prison, mais comme un jardin secret, fleuri par les touchés de Camille. Pourtant, sous cette idylle, couvait le drame. Jacques avait engagé un avocat pour obtenir la garde exclusive, arguant que Sophie corrompait Élise. Les audiences au tribunal de famille s'annonçaient comme un champ de mine émotionnel. La première comparution fut un cauchemar éveillé. Dans la salle aux lambris sombres du palais de justice. Élise, en jupe sage et chemisier blanc, serrait la main de Camille sous la table. Jacques, flanqué de son avocat bedonnant, la fusillait du regard, murmurant des « je t'aime plus » qui sonnaient comme des adieux. Sophie plaida avec passion, citant des études sur l'acceptation parentale et les droits des mineurs LGBTQ+. Mais le juge, un homme austère aux rides profondes, sembla dubitatif. Mademoiselle Moreau, avez-vous considéré les conséquences de vos choix sur votre avenir? Demanda-t-il à Élise. Qui? La voix chevrotante répondit, ce ne sont pas des choix. Monsieur le juge, c'est qui je suis. Et Camille m'a sauvée quand mon propre père m'a rejetée. La salle retint son souffle. Même Jacques tressaillit. Le verdict fut ajourné. Mais Élise sortit de la brisée, se jetant dans les bras de Camille sur les marches du palais, pleurant toutes les larmes de son corps sous le ciel gris. Pour panser les plaies, elles fuirent vers la campagne. Un week-end volé chez une tante de Sophie en Normandie. Les falaises de craie blanche. L'océan rugissant. Les champs de pommiers en fleurs offraient un répit bienvenu.
Là, loin des regards parisiens. Elle s'aimèrent pleinement, baignade nue dans une crique cachée. Rire cascadant comme des vagues. Nuit passée à contempler les étoiles en se promettant l'infini. Un jour, on aura notre propre maison. Avec un jardin plein de roses et un chat qui s'appelle Verlaine. Rêvait Élise. La tête sur l'épaule de Camille. Mais le retour à Paris ramena la réalité en force. À l'école. Une professeure bien intentionnée mais maladroite organisa une discussion sur la tolérance. Qui tourna au lynchage verbal quand un élève cria « Les lesbiennes. C'est contre nature. Regardez la Bible. » Élise. Blessée. Rentra en claquant la porte. Et pour la première fois. Elle et Camille se disputèrent « Pourquoi tu te bats pas plus? T'es pas fière de nous? » Lança Camille. Les yeux flamboyants. Élise s'effondra « J'ai peur. » Camille. Peur de tout perdre. Cette faille dans leur armure attira les vautours. Jacques. Sentant la faiblesse. Intensifia sa campagne, appel nocturne larmoyant où il suppliait Élise de guérir. Visite surprise à l'appartement de Sophie pour récupérer ses affaires. Pire. Il contacta la famille de Camille. Insinuant que Sophie était une mauvaise influence qui risquait de perdre sa tutelle. Sophie. Acculée. Sombra dans une dépression silencieuse. Passant des nuits à fumer sur le balcon. Les yeux perdus dans les lumières de la ville. Élise. Déchirée entre sa loyauté envers Camille et la culpabilité envers son père. Commença à douter, et si l'amour était vraiment un fardeau? Une nuit. Après une énième dispute avec Jacques au téléphone revient. Ou je te renie pour de bon. Elle s'enfuit seule dans les rues. Errant jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux scintillaient comme des promesses brisées. Là. Assise sur le parapet. Elle envisagea l'impensable, sauter. Mettre fin à cette douleur qui rongeait tout. Camille la trouva au lever du jour. Échevelée et pâle comme un fantôme. Ne me laisse pas. Élise. On est deux contre le monde. Souviens-toi. Elles pleurèrent ensemble. Fusionnant leur peine en une catharsis brute. Ce matin-là. Enlacées sur le pont. Elles jurèrent de se battre, Élise appellerait une association d'aide aux jeunes LGBTQ+. Comme le refuge. Pour du soutien psychologique. Camille mobiliserait ses amies militantes pour une manif de solidarité. Paris. Qui les avait blessés. Devint leur allié, dans les cafés lesbiens de Le Marais. Elles trouvèrent une communauté sororale. Des femmes aux histoires similaires qui les armèrent de témoignages et de force. L'amour lesbien en France. C'est une révolution quotidienne? Leur dit une aînée tatouée. Et Élise y crut enfin. Le climax survint lors de l'audience finale. Un mois plus tard. La salle était bondée, amis de l'école. Membres de l'assaut. Même une journaliste du Figaro venue couvrir l'affaire Moreau. Jacques. Vieilli de 10 ans en quelques semaines. Se leva pour témoigner, j'ai eu tort. J'ai eu peur pour elle. Pour moi. Mais voir ma fille souffrir. Ça m'a tué. Les mots sortirent en hoquet. Et pour la première fois. Élise vit l'homme derrière le monstre, un veuf solitaire. Hanté par les préjugés d'une génération. Le juge. Touché. Rendit un verdict équilibré, Élise resterait chez Sophie sous surveillance. Avec des visites encadrées au père. Et un suivi familial pour réconciliation progressive. Dehors.
Sous un soleil timide. Jacques s'approcha d'Élise. Les bras tendus, pardon. Ma petite. Je t'aime. Quoi que tu sois. Elle hésita. Puis se blottit contre lui. Un pardon fragile mais réel. Les mois suivants furent une renaissance lente. Élise et Camille. Renforcés par l'épreuve. S'épanouir, Élise exposa ses toiles à une galerie locale. Capturant leur histoire en couleurs vives. Camille enregistra une démo de leur chanson. Dédiée aux amours jetés à la poubelle. Jacques. Aidé par un thérapeute. Apprit à écouter. À poser des questions sur Camille sans grimacer. Un soir d'été. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Il leva son verre, à ma fille et à celle qui l'a rendue heureuse. Santé. Paris. Témoin indifférent de tant de drames. Sembla alors applaudir en silence. Ses lumières dansant sur la scène comme une bénédiction. Aujourd'hui. À 18 ans. Élise Moreau regarde en arrière sans amertume. Elle étudie les beaux-arts à la Sorbonne. Camille à ses côtés en lettres modernes. Leur appartement un nid d'art et de musique. L'amour. Ce feu qui avait failli la consumeur. L'a forgé en phénix. Et dans les ruelles de Montmartre. Quand la pluie tombe. Elle sourit, car même un sac poubelle peut devenir le berceau d'une révolution personnelle.